Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, vous avez des enfants, vous avez un travail et il vous arrive de culpabiliser, de ne pas tout réussir à 100%. Et bien peut-être être victime du syndrome du Wonder Parent. Anne Pémira est l'invitée du Grand Oral pour le livre qu'elle lui consacre. L'anti-sèche d'Emma Guessel. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Programmes d'histoire et d'économie aujourd'hui à l'occasion des 90 ans du New Deal. L'heure de la récré, toujours avec Emma, direction Las Vegas, où chaque année le CES dévoile d'étonnantes inventions. Elle en a choisi une. Et puis rendez-vous enfin avec Marie-Olivier et son cours particulier. Direction cette fois Madagascar, on va beaucoup voyager. Et un programme, il s'intitule Sésame. Il accompagne les bacheliers vers l'enseignement supérieur. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. La société a créé un mythe, celui du Wonder Parent, le parent actif qui arrive à tout concilier, le super dad ou la working mom qui réussit tout. Fin de citation. Et spoiler alerte, dans la vraie vie, c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est pas grave du tout. C'est ce que vous explique Anne Pémira dans son nouveau livre, Le syndrome du Wonder Parent. Il vient de sortir, c'est chez Payot Psy. Anne, bonjour. Bonjour Emmanuel. On est absolument ravis de vous accueillir. Donc déjà, bon, super dad, working mom, c'est quand même plutôt le syndrome de la Wonder Maman. Alors, effectivement, le sujet peut être plus prégnant. C'est pas reconnu, hein, mais... Le sujet peut être plus prégnant pour les Wonder Mamans, mais je rencontre aussi beaucoup de Wonder Dad et c'est vrai que les deux parents sont largement concernés, d'où le titre, le Wonder Parent. Bon. Et je pense que c'est important aussi justement d'impliquer un petit peu les de papas. reconnaître, et puis de reconnaître les deux, l'implication de chacun. C'est vrai. Même si, on va le voir, ça va un petit peu plus lentement quand même pour ce qui est de la prise de travail par les hommes. Une des grandes nouveautés, et c'est pour ça aussi que ce syndrome est né de ces dernières décennies, c'est que la grande majorité des femmes en âge de travailler sont entrées dans le monde du travail au cours du XXe siècle. Exactement, oui, une évolution récente, mais effectivement une entrée très importante, fulgurante des femmes dans le monde du travail. Mais derrière, en fait, on a dit très bien qu'elles aillent travailler, mais on n'a absolument pas pensé à la conséquence, en fait, de cette entrée dans le monde du travail, puisque, du coup, elles ont déserté la sphère domestique, familiale. Et comme elles faisaient un travail qui, finalement, était... transparent, invisible, non rémunéré, eh ben, on ne s'est jamais posé la question de savoir qui allait réaliser finalement ce travail. D'où, après, cette situation que rencontrent les parents, d'essayer de faire finalement deux choses en même temps et en se sentant derrière toujours incapable de mener l'un comme l'autre, et donc, comme vous le disiez, en se sentant coupables et pas bien eux-mêmes. Ne pas y arriver. Je ne sais pas si vous avez appris les chiffres par cœur. Moi, je les ai appris ou réappris en vous lisant. Une femme passe près de 4h30 par jour au ménage et aux soins des enfants, alors qu'un homme y passe 2h15. C'est mieux... Voilà, c'est la moitié. C'est un peu mieux que dans les années 80, 5h30 pour les femmes, à peine 2 heures pour les hommes, mais comme vous le dites, c'est laborieux comme évolution. Voilà, et on se dit qu'à ce rythme, il faudra encore attendre 150 ans pour que les hommes soient au même niveau que les femmes. Donc effectivement, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une question qui est plus prégnante pour les femmes, mais malgré tout, on voit quand même... ça se voulez absolument mettre les pères dans l'histoire. Je vais rester sur les mamans quand même, ou les femmes pendant quelques instants. Plus il y a d'enfants à la maison, moins les pères sont investis. Eh oui, attention. C'est comme ça, si vous avez 4 enfants. Alors, justement, d'où ma sensibilisation à ce sujet. Donc, on a fait évoluer les choses autrement au sein de notre couple. Mais c'est ce que vous avez constaté dans les études. Oui, c'est les études qui le montrent. Et c'est vrai que souvent, il y a de plus en plus, et ça reflète bien ce phénomène, une spécialisation un peu de chaque parent, où la maman, du coup, va prendre plus de responsabilités familiales, dégageant finalement un peu la responsabilité du père qui s'investit plus dans son travail. Et ça rejoint, en fait, toute la problématique qu'il y a pour les femmes derrière, c'est que quand elles vont travailler, mais que personne ne s'occupe de leurs enfants comme elles le souhaiteraient derrière, elles sont obligées de faire un peu des temps partiels ou de prendre des emplois finalement moins qualifiés. Et donc, plus ça devient compliqué, plus c'est elles qui finalement vont lâcher par rapport au père. Avec quand même des réactions différentes, notamment dans le monde de l'entreprise. La maman qui doit partir tôt parce qu'elle va s'occuper des enfants, elle ne sait pas très bien s'organiser, elle est débordée. Le papa qui dit « Ah ben non, à 18h, je m'en vais chercher les enfants », c'est un super dad formidable et il a réussi à... C'est un nouveau père, quoi. Exactement. Et il y a encore beaucoup de stéréotypes autour de ça. Et c'est vrai que même si on pourrait penser que c'est la responsabilité de chacun, en fait, quand une femme, par exemple, rentre de congé maternité, on va lui dire alors, comment tu t'organises avec ton bébé, qui s'en occupe? Est-ce que vous allez entendre cette question pour un père?
qui rentrent de congé paternité. Non, donc inconsciemment, on fait peser ce poids plus sur les femmes que sur les hommes. Et moment extrêmement stratégique, je recherchais les chiffres qui montrent que 10 à 15% des mères sont concernées par une dépression postpartum avec un pic autour de 3 mois après la naissance de l'enfant, un autre au bout de 6 mois. Donc vraiment, cette question du retour à l'emploi, elle est fondamentale. Exactement. C'est un moment très compliqué pour les femmes. J'étais encore hier animer un atelier avec 12 mamans qui travaillent en entreprise sur des jobs prenants. Et elles me parlaient de ce tunnel de post-natal où en fait elles dorment pas bien, elles ont ce syndrome de l'imposteur, en plus le syndrome du Wonder Parent où elles se sentent pas complètement légitimes encore dans leur reprise du travail. Et donc elles se sentent coupables, elles se sentent fatiguées, stressées, elles ont une charge mentale énorme. Il faudrait vraiment qu'elles soient accompagnées, qu'on s'en occupe. Voilà, exactement. Quand vous dites j'étais encore hier, c'est parce que, et je ne l'ai pas dit, c'est mal, vous êtes coach parental, c'est ça votre fonction, après avoir eu une autre vie professionnelle qu'on va raconter après. Je veux aujourd'hui, écrivez-vous, par mon travail depuis plus de 15 ans, permettre aux parents actifs d'être fiers de ce qu'ils accomplissent au quotidien, dans leur travail et à la maison, et de gagner en épanouissement, aussi bien dans leur rapport avec leurs enfants que dans la sphère professionnelle. C'est le programme que vous vous êtes fixé, Anne Pémira. Nouvelle étape, ce livre, Le syndrome du Wonder Parent, qui vient de sortir, c'est chez Payopsy. On reprend l'échange juste après l'anti-sèche. Emma Guessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. L'anti-sèche, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité anniversaire aujourd'hui, les 90 ans du fameux New Deal. Le New Deal qui est un incontournable des programmes d'histoire. Absolument, notamment au lycée où ces cours d'histoire sont encore mieux compréhensibles grâce aux cours d'éco. On va mieux comprendre encore mieux les mécanismes du New Deal. Alors le New Deal, qu'est-ce que c'est? En français, on traduirait par Nouvelle Donne. C'est un grand programme de relance de l'économie américaine que le président Roosevelt met en place en 1933. 4 ans après la crise de 29, relance, vous l'avez dit, puisqu'on sort, on est en plein dans la Grande Dépression. Voilà, c'est comme ça qu'on a appelé cette longue phase de crise économique et de récession qu'a connue le monde entier à partir de 29 et qui a débuté aux États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis doivent agir vite parce qu'en 1933, 25% de la population active est au chômage. En France, aujourd'hui, pour comparer, on est à 7%. On est dans la moyenne des pays de l'OCDE. Donc, c'est plus du triple aux États-Unis en 1933. Et grâce au New Deal, le chômage baisse pour arriver à 14% en 1937, 4 ans après. Et ce New Deal, c'est toute une série de mesures inédites prises par le président Roosevelt. Tout à fait. Pourquoi inédites? Eh bien parce que jusque-là, les États-Unis sont partisans du libéralisme. Définition du libéralisme dans le Larousse, doctrine économique qui privilégie l'individu et sa liberté ainsi que le libre jeu des actions individuelles conduisant à l'intérêt général. Dans le cas des États-Unis, ça veut dire que l'État intervient le moins possible dans l'économie. Et le New Deal, c'est une série de mesures qui vont à l'encontre de tout cela puisque l'État va justement intervenir dans l'éco. Comment ? Ça veut dire notamment que l'État réglemente les prix et les salaires, qu'il subventionne certaines entreprises en difficulté, en particulier les banques. Aux États-Unis, à cette période, Roosevelt engage une série de grands travaux publics, car pour faire des travaux, il faut des gens, et ça crée donc des emplois, et ça permet de relancer l'économie. Roosevelt s'attaque aussi à la surproduction agricole, il met un terme à la prohibition, il instaure un salaire minimum, il renforce le pouvoir des syndicats, et crée le système de sécurité sociale américain, tout ça en un temps record. Alors oui, ça augmente les dépenses de l'État, mais c'est partiellement compensé par une augmentation de la fiscalité. Et quand on étudie tout ça à l'école, on étudie Keynes au passage, l'économiste. Absolument. Au lycée, en cours de sciences éco, on dit souvent que le New Deal reprend les principes développés par cet économiste, c'est-à-dire qu'on relance l'économie par l'investissement et la consommation. Et le problème néanmoins de ce formidable New Deal, c'est qu'il ne sera un succès que pendant un petit temps, parce qu'en 1937, la crise reprend. Ah oui, le chômage grimpe à nouveau. Ce qui sauve alors les États-Unis, si on peut dire ça comme ça, c'est leur entrée dans la Seconde Guerre mondiale, parce que l'industrie sera relancée grâce à la production d'armes. Et on sait que les États-Unis ressortent renforcés du conflit. Ils vont proposer le plan Marshall pour relancer l'économie mondiale. Donc voilà, si le New Deal n'a pas fonctionné sur le long terme, notons quand même qu'il a permis de grandes avancées sociales pour les États-Unis. Et en fait, Roosevelt, il a posé les bases du système de protection sociale du pays, ce qu'on appelle l'État-providence. Merci beaucoup. Emma, on se retrouve tout à l'heure pour la récré ? Avec plaisir. Grand oral, Anne Pémira. Anne Pémira qui est coach parental, mère de 4 enfants, et elle publie Le syndrome du Wonder Parent, c'est chez Payopsy, avec elle on parle de ce défi, concilier vie de couple, vie de parent, vie intime et vie professionnelle. Comment vous êtes devenu coach parental ?
Alors, bonne question. Moi, en fait, je suis diplômée d'HEC. J'ai commencé ma carrière dans le conseil chez Accenture, donc en entreprise. Voilà, ouais. oui, parce que mon parcours a forcément déterminé aussi mon envie de parler de ce sujet, en plus de tous les parents que je rencontre. Et en fait, c'est après quelques années, alors que j'avais déjà 2 enfants, que j'ai commencé finalement à trouver que mes enfants n'étaient pas arrivés avec le mode d'emploi. Voilà, donc je ferais bien avec quelques clés complémentaires. Et c'est là où j'ai découvert ce que vous mentionniez tout à l'heure, donc l'approche Calmer Parenting, que j'ai mise en application. Et très vite, j'ai vu comment ça transformait notre vie de famille. On va la raconter, cette approche-là. Une question quand même, parce que vous racontez ces années dans le conseil et une très très belle progression de carrière qui est la vôtre d'ailleurs. Et vous avez un employeur plutôt sympa. Oui. C'est-à-dire quand vous avez des enfants, vous n'êtes pas du tout confronté à un management toxique, on vous dit prends ton temps, etc. Pourquoi ça ne suffit pas ? Alors, justement, parce que effectivement, j'avais cette chance, tout à fait, et là-dessus, je trouve qu'ils étaient en avance par rapport à ce sujet, c'est Accenture qui était en avance. En fait, je pense qu'il y a aussi tout ce que je mentionne dans le livre, tout ce qui est invisible, en fait. Ce côté, il n'y a pas que l'organisation, il y a aussi ce côté culpabilité, pression, ce que j'appelais la wonder pression, le stress. Pardon, mais que vous vous mettez un peu vous-même sur le dos quand même en partie. C'est ce qu'on se dit, en fait. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est ce que j'ai réalisé en faisant tous les accompagnements, c'est que finalement, cette pression, elle est systémique, elle est sociétale. Ouais, en fait, il y a cette double injonction qui pèse sur les parents actifs, à la fois d'être un parent parfait, présent, attentif. Ce qui déjà, selon Freud, est compliqué d'être parent parfait, mais enfin bon, bref. Mais il y a quand même, c'est faire son oléoliniment calcaire tout seul. Ouais. Voilà, si vous regardez un peu les magazines. C'est vrai que vous faites la liste des pressions, l'allaitement, la soupe bio faite maison, l'éveil de l'enfant. Voilà, il y a des choses qu'on peut vouloir faire, mais quand on a tout, c'est une pression énorme. Et ensuite, il y a aussi la pression côté travail. On attend d'être un collaborateur, une collaboratrice disponible, à tout moment, pour pouvoir répondre aux exigences du travail. Et quand on essaye de faire les deux, on arrive justement à cette culpabilité terrible qui fait qu'on n'est jamais bien. Voilà. Parce que c'était votre cas quand même, le petit syndrome de la très bonne élève qui a eu toujours des très bonnes notes. Pour faire baisser la pression, dites-vous, la première étape, c'est d'affronter la culpabilité. Et beaucoup de personnes, alors je veux dire de parents, de père ou de mère, n'affrontent pas cette culpabilité, ils ne s'en rendent pas compte quelque part. Exactement. Et c'est ça en fait qui est intéressant dans tous les accompagnements que je fais, c'est qu'à partir du moment où on met des mots sur les sentiments, sur les émotions, et d'un seul coup déjà, ils prennent conscience de tout ça et déjà ça aide à prendre du recul et à faire baisser un peu cette fameuse pression. Et cette pression, elle est des deux côtés. Je me souviens d'un père que j'accompagnais dans une entreprise. Alors, il était d'origine italienne, mais il disait « Mais moi, en fait, je me sens tout le temps coupable. Soit quand je suis avec mon enfant, parce que je ne suis pas avec mes collègues, je ne fais pas avancer le projet. Et quand je suis au travail, parce que je ne suis pas avec mon fils et j'ai l'impression qu'à cause de moi, il va devenir chef de gang. » Et en fait, il y a vraiment cette impression qu'on ne va pas faire assez pour ses enfants. C'est pour ça que Pardon. Il avait la façon de dire qui était très drôle. Mais... C'est parce que j'ai vu le film Nostalgia il n'y a pas longtemps. Très beau film par ailleurs. Il y a la fatigue aussi. Et oui, affronter la culpabilité, affronter la fatigue qui parfois est complètement écrasante. Exactement. Il y a la question parfois que me pose justement, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, c'est en atelier, à nouveau, de retour de congé maternité, c'est comment faire pour bien travailler la journée alors qu'on a eu une nuit horrible parce que l'enfant ne dormait pas. Et en fait, la représentation, c'est ça le syndrome, c'est qu'en fait, on voudrait faire comme si de rien n'était. Alors qu'en fait, on est crevé. Et du coup, c'est vraiment, et cette question, je crois, on est vraiment le reflet parfait, puisqu'on est en face de cette envie de dire, c'est comme si j'arrivais à décorréler mes devis, être en pleine forme, après une nuit incomplète. C'est juste pas possible. Prendre un bon café, voilà. Mais il y a cette tentation de faire ça, en fait, et c'est ça qui épuise. Calmer Parenting, cette approche, on va en parler. Vous donnez des trucs, ça va un petit peu au-delà, bien sûr, mais en tout cas des méthodes, des moyens. Mais vous citez quand même, ça m'a beaucoup intéressé à un moment, Christophe André, le psychiatre. La vie intérieure n'est pas un luxe, mais une nécessité. Elle peut n'être qu'un lointain murmure, mais à qui sait l'écouter, elle est une source d'enseignement extraordinaire pour se connaître, se comprendre et mieux conduire son existence. Donc c'est ça aussi l'histoire, quand même, avant même de parler de trucs. Oui, c'est vraiment le sens de la démarche, c'est de dire, tant qu'on est dans la culpabilité, dans le stress, on a trop d'émotions pour s'écouter. Donc c'est faire redescendre ça pour après pouvoir s'écouter. Mais ce silence-là, cette vie intérieure, on y a droit, c'est ça aussi, c'est de se l'autoriser. Voilà, c'est un peu cette troisième vie, là, qui est de dire, de s'écouter, de pouvoir respirer, de pouvoir entendre ce qui est en soi et de voir, justement, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on va mettre en priorité, parce qu'à un moment donné, on ne pourra pas tout faire. Et si je me dis que je me sens un petit peu égoïste ? Alors, justement, moi, c'est ce que je dis aux parents qui ont tendance à culpabiliser.
s'ils passent 2 minutes pour eux, et s'ils osent prendre ni au travail ni avec l'enfant. Voilà, non, surtout pas. Double culpabilité. Voilà. Je dis, mais en fait, quand vous vous sentez bien, vous serez mieux aussi avec votre enfant, vous serez mieux aussi dans votre vie professionnelle. Donc, en fait, c'est pas du luxe, c'est un besoin qu'on a tous d'avoir ce temps pour soi, cette recherche, cette écoute de soi. Donc, ce n'est pas juste l'organisation des deux. 8 salariés sur 10 sont parents. Les enjeux de la parentalité active sont donc de taille. Anne Pémira s'y attaque dans ce syndrome du Wonder Parent. Ça vient de sortir. C'est chez Payopsy. Petite récré et on se retrouve. Emma Guessel. Emma, bonjour. Rebonjour. Mais oui, on s'est vu il y a à peu près 5 minutes. Et voilà. En fait, vous étiez là. J'étais là. Truc dingue. Pourtant, avec ce pull de couleur audacieuse, comme dirait Dylan. Dans cette heure de la récré, vous êtes parti à Las Vegas. School TV ne recule devant aucun sacrifice. Pour le Consumer Electronics Show, le CES, qui est le grand salon, le rendez-vous annuel mondial des innovations électroniques. Absolument. Alors en fait, c'est mon quotidien qui nous présente cette invention. En fait, il s'agit d'une voiture qui change de couleur. On la voit là, on va la voir un petit peu mieux à l'antenne. Ah mais oui, j'ai vu ça sur les réseaux. C'est incroyable. Donc voilà, c'est la marque BMW qui a présenté cette voiture nouvelle génération. Et comment elle change de couleur? Alors en fait, BMW s'est associée à l'entreprise américaine E-Ink. Ink comme l'encre. Voilà. Ouais. Une fine couche de papier a été collée sur toute la carrosserie et cette couche de papier contient des pigments d'encre électronique qui réagissent sous l'action d'un courant électrique. Ah d'accord, donc le courant change, la couleur change. Exactement. Voilà, plus il y a d'intensité, plus les couleurs changent. Et alors, c'est pas juste 2 ou 3 couleurs, il y a une palette de 32 teintes. Donc ça s'affiche en damier, comme on le voit, je vais vous le remontrer. Donc, comme là en couverture ou alors en bande. Et alors c'est top si vous sortez en soirée et que vous voulez être raccord avec votre tenue, déjà, parce que la voiture peut s'adapter. Et l'été, c'est aussi possible de rendre la voiture blanche, comme ça elle n'absorbe pas trop la chaleur. Elle est plus écologique. Formidable. C'est un peu plus compliqué pour les poursuites. Suivez cette voiture bleue, non, la voiture est devenue blanche. Enfin, bref. Elle propose plein d'autres nouveautés, cette voiture. Mais oui, parce que cette voiture peut être aussi votre future meilleure amie. Elle est capable de discuter avec vous de n'importe quel sujet, de musique, de cuisine, de mode. Donc sympa, mais un peu triste quand même. Mais pourquoi pas? Elle projette aussi des infos sur votre pare-brise. La vitesse, l'essence. C'est comme dans les avions de chasse. Voilà. Et dernière nouveauté, souvent, évidemment, tous les week-ends. Vous m'emmenez une fois quand même. Oui, il n'y a pas de problème. Et dernière nouveauté, vous savez, parfois vous roulez, il pleut des cordes et c'est juste hyper déprimant. Et bien cette voiture, c'est une voiture anti-déprime, puisque si vous le souhaitez, elle peut projeter un ciel bleu, des petits oiseaux ou encore des fleurs sur le pare-brise. Donc c'est la voiture de l'illusion. Et vous savez, dans mon quotidien, il y a un rédacteur en chef par numéro. Voilà, c'est toujours un enfant. Et le meilleur avis sur cette voiture, c'est encore celui d'Evana, la rédactrice en chef du jour, qui écrit « C'est rigolo, mais il vaudrait mieux utiliser l'argent pour créer des voitures moins polluantes. » Et vous savez ce qu'on dit? Que la vérité sort toujours de la bouche des enfants. D'accord. Voilà. Toute contente. Et non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est très sympa, mais bon, c'est pas très... Mais ça sert un peu à rien. Allez. Voilà, exactement. Eh bien, merci. On y aura passé 3 minutes quand même. Non, mais c'est sympa. Mais voilà. Oui, c'était sympa, c'était rigolo. C'est le principe de la récré. Emma, merci beaucoup. Anne Pémira, le syndrome du Wonder Parent, grand oral. Il est urgent d'arrêter de travailler comme si on n'avait pas d'enfants et d'élever nos enfants comme si on n'avait pas de travail. Comment faire? Eh bien, plein de pistes dans le syndrome du Wonder Parent qui vient de sortir chez Payopsy. Je vous le remonte, c'est sous la plume d'Anne Pémira. Est-ce que le télétravail a changé des choses? Alors, vous en parlez assez tôt dans le bouquin, page 53, si mes souvenirs sont bons. Oui. C'est sûr que ça a fait évoluer et que ça aide énormément les parents. Et piège ou opportunité, voilà, comme vous le demandez? Voilà, il faut bien savoir l'utiliser aussi, à la fois, effectivement, pour se libérer du temps, mais aussi, c'est vrai que dans beaucoup de professions, le fait d'être quand même présent, d'avoir des échanges avec ses collègues, ça participe de la motivation, de l'intérêt du travail. Donc voilà. Et côté personnel, quand on est en travail de la maison, c'est aussi comment ne pas se laisser tenter toute la journée pour aller s'avancer, par une petite vaisselle, un petit quelque chose. Ou aller voir les enfants. Alors voilà, donc à réfléchir aussi, et je pense que ça fait partie d'un équilibre aussi à trouver, parce que on voit des parents qui ont encore besoin d'ajuster autour du télétravail, du présentiel. Anne, cette approche Calmer Parenting qui a changé votre vie de consultante pour faire de vous une vie de coach parental et d'autrice, c'est quoi? Alors, en fait, c'est une approche qui a été développée par une personne auprès de qui je me suis formée, qui s'appelle Noël Janice Norton. Donc après, moi, depuis 15 ans, j'ai lancé mon cabinet, donc je fais de l'accompagnement à la parentalité. Et en fait, c'est un ensemble de quelques techniques. On en a même 6 clés, vraiment, 6 importantes. Après, il y en a d'autres. Et
quand on les utilise avec les enfants, ça permet d'avancer sur plein de petits sujets du quotidien, comme l'autonomie, comme le bien-être des enfants, comme la motivation, comme les émotions, comment aider les enfants à traverser des émotions un peu fortes, comme on le sait, ils savent pas, ça part un peu en vrille parfois, donc comment calmer les choses sans s'énerver, essayer de faire rebaisser cette fameuse pression qu'on trouve à la maison. Et parfois, on a tendance à faire un peu l'inverse justement de ce que je propose parce qu'on manque de temps, de patience, on est fatigué, etc. Et donc, retrouver comme ça des outils qui aident au quotidien, les parents me disent comme ça, ça leur est vraiment utile. Et alors, vous donnez des trucs, prioriser sa to-do list, ajuster son organisation, affirmer avec confiance et moins de culpabilité ses limites, reprendre son souffle et s'affranchir des stéréotypes. Vous parlez aussi d'éducation positive. Alors voilà. À ne pas confondre avec le laxisme. Ça, je veux bien qu'on fasse 3 secondes là-dessus. Alors effectivement, l'idée, donc c'est Calmer Parenting, c'est justement de poser un cadre, d'être un petit peu clair. Tout à l'heure, vous parliez justement des ados et des règles sur les écrans. C'est justement pour les parents les aider à déjà poser le cadre. Qu'est-ce qu'ils attendent de leurs enfants, voilà. Et ensuite, c'est comment le poser avec eux. Donc comment les préparer à ce qu'on leur demande, pas leur tomber dessus, en disant là, mais t'as ton téléphone, je suis pas d'accord. C'est les préparer à ce qu'on attend. Et ensuite, comment aussi passer du temps avec eux, comment qualitatif. Comment leur faire des compliments descriptifs. Comment leur faire notamment des compliments descriptifs. Moi, j'adore cette technique parce qu'en général, quand on est parent, on a tendance à dire bravo, génial, c'est super. Et en fait, il n'y a pas de problème à dire ça. Seulement, nos enfants, ils sont intelligents. Ils se rendent bien compte au bout d'un moment que tout le monde ne leur dit pas ça et qu'on dit ça pour leur faire plaisir et non pas parce qu'on le pense. Et donc, le compliment descriptif, l'idée, c'est de revenir sur ce besoin inné des enfants de faire plaisir à leurs parents, de vouloir bien faire, de rechercher de l'attention, mais en étant précis sur ce qu'on voit et ce qui a été réussi. C'est pas tu es Picasso, mon fils, à partir d'un dessin, c'est plutôt tiens, tu as réussi à faire ci, tes couleurs ont été bien choisies, tu n'as pas dépassé le trait. Exactement, pour les exemples, tout à fait. Voilà. Et ça peut être... Emma, la chronique de tout à l'heure était la plus belle chronique de l'histoire de l'audiovisuel français. Non, avec elle, ça marcherait. Non, pas du tout. C'est cette chronique dans laquelle vous parliez avec beaucoup d'intérêt et de précision langagière, ainsi qu'un sourire tout à fait sympathique, etc. C'est ça. Alors, ça peut paraître un peu surprenant au départ, mais en fait, très vite, les parents voient l'impact que ça a sur les enfants. Mais c'est surtout que ça permet aussi de faire des reproches. Alors, on évite, parce que pas de reproche, mais je veux dire... tu vois que quand je t'appelle, tu vois que tu vas être à l'heure à table. Non, il faut lui dire, je t'ai appelé et tu es venu dans les 5 minutes. Voilà. Tu n'as pas eu à t'attendre pour le repas. En tout cas, ça permet, si tu es de faire des reproches, du moins de les inviter à progresser, en relevant ce qui est bien, tout en disant... qu'on n'y est pas encore, forcément. Voilà. On peut constater les petits pas dans la bonne direction. Voilà, exactement. Et ça, c'est vrai que, par rapport justement à ce que je propose dans mon livre, c'est de dire, essayez cette technique avec vos enfants et voyez ce que ça donne. Alors, c'est pas une injonction complète en plus pour les parents, en disant, il faut faire ça. Alors ça, je l'ai peut-être pas dit suffisamment. Il y a pas... Alors, c'est un bouquin, d'abord, il y a des infos, on apprend des choses, il y a des problématiques, il y a des réflexions sur les politiques publiques de la parentalité, il y a effectivement des méthodes, et surtout, il y a quand même une grande liberté qui est laissée aux parents. C'est pas un mode d'emploi tout fait. Merci beaucoup, Anne. Vous restez avec nous. On va voyager un tout petit peu du côté de Madagascar. Autres approches avec Marie-Olivier. Merci, Emma, au particulier. Cours particulier, notre rendez-vous avec Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Et aujourd'hui, on parle d'un programme pour accompagner les jeunes vers l'enseignement supérieur à Madagascar. Oui, aujourd'hui, direction Madagascar. Il faut savoir que l'île est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Le taux de pauvreté y est de 81%. Ça veut dire que 81% des habitants vivent avec moins de 2,15 $ par jour. Et on en avait parlé récemment avec Michel Sutter qu'on avait invité. On imagine évidemment que dans ce contexte, le taux de scolarisation, on l'avait dit, n'est pas extrêmement élevé. Exactement. Le taux brut de scolarisation est d'environ 1/3. Alors imaginez dans le supérieur. Oui, ça, quasiment plus personne, c'est ça? Oui, exactement. Ça concerne seulement 5% de la population dans le supérieur, le secondaire, du coup, 1/3. C'est une petite élite qui peut accéder au supérieur, puisque la moitié des diplômés du supérieur font partie des 20% les plus aisés. Très compliqué donc pour les jeunes de milieux sociaux moins favorisés d'y aller, d'où l'idée de cette action. C'est ça. Ces jeunes n'ont que très peu de moyens pour sortir de la pauvreté, et quand bien même ils entrent à l'université, le taux de réussite en première année n'est que de 40%. Donc peu de jeunes formés, ça veut aussi dire moins de chances
pour le pays de se développer. Et justement, c'est ce qu'entend corriger le programme Sésame, qui cherche à favoriser l'accès à l'enseignement supérieur pour contrer cette tendance. Sésame, ouvre-toi. Alors, en quoi ça consiste concrètement ? Alors, Sésame a été conçu par l'Institut européen de coopération et développement en 2013. Chaque année, ce programme accompagne 72 bacheliers vers l'enseignement supérieur. Et ces bacheliers sont sélectionnés par le programme au cours de leurs années lycée. Sur quels critères ? Alors, les lycées malgaches qui font partie du programme Sésame choisissent une trentaine d'élèves. Puis, l'équipe pédagogique procède à la sélection finale. Ils vont dans les établissements, ils font passer des tests de français, de maths, mais ils font aussi surtout passer un oral. Et évidemment, des élèves issus de milieux défavorisés. Exactement, défavorisés. Sésame va dans les lycées où les élèves sont en situation difficile et non vers des lycéens qui font partie déjà de l'élite et qui iraient à l'université dans tous les cas. L'équipe de Sésame va même faire des visites aux familles des futurs étudiants pour s'assurer, pour comprendre les conditions déjà dans lesquelles ils vivent et pour s'assurer que le départ de l'enfant à la capitale ne serait pas trop mal vécu. À la capitale, parce que tout va se passer à Antananarivo, oui, exactement. La capitale de Madagascar. Oui, tout à fait. En fait, en 2016, Sésame a ouvert un campus et les jeunes suivent ce programme sur le campus en 4 ans, donc une année de préparation dans la capitale où ils sont en internat, puis 3 années d'études supérieures dans un établissement à Madagascar. Sésame ne lâche pas les étudiants dans la nature, il les accompagne vraiment jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un emploi stable. Sur le contenu du programme ? Alors l'idée, c'est de doter ces jeunes évidemment de compétences pour pouvoir accéder à l'enseignement supérieur, mais aussi de qualité humaine. Et ils utilisent des méthodes qui sont intéressantes. Par exemple, les étudiants ont accès en cours de sciences à la pédagogie inversée. Donc ils ont accès à des cours en ligne et ils posent des questions après s'ils n'ont pas compris. On en avait parlé aussi de la classe inversée oui, régulièrement. Tout à fait. On avait fait une chronique dessus. Et ils font aussi beaucoup de présentations, des travaux d'analyse. Ils ont des cours de développement personnel, même de spiritualité, d'orientation professionnelle ou encore d'éducation à la sexualité. Bref, ce programme va vraiment au-delà des cours classiques et ça fait d'eux des citoyens à part entière. Formidable. Et j'imagine que tout est payé par l'association ? Oui, clairement. Sans Sésame, les parents des enfants sélectionnés ne pourraient tout simplement pas se permettre de leur payer des études. La moyenne des revenus des parents d'élèves de ce programme est d'environ 10 € par mois et par personne. Et donc Sésame demande juste une participation aux frais de scolarité d'environ 7 € par famille. Ce qui est quand même une petite somme en comparaison des salaires que vous venez de citer. Oui, tout à fait. On a un petit peu de recul sur ce que deviennent les élèves qui sont passés par Sésame ? Alors, près de 300 jeunes au total de la prépa du coup, à la licence sont accompagnés chaque année par Sésame. Certains continuent en master, certains deviennent développeurs, par exemple, d'autres travaillent en ressources humaines, certains sont ingénieurs, ou d'autres encore, comme Olivia, qui était une élève de la 2e promotion, rentrent directement à leur pays. Elle a choisi d'étudier l'agroalimentaire, car elle veut lutter contre les intoxications alimentaires qui sont la cause de nombreux décès chaque année à Madagascar. Merci beaucoup, Marie, pour ce programme Sésame. Beau programme. Ah bah oui, super. Coaching pour ces enfants-là. Le syndrome du Wonder Parent, je signale que vous aviez écrit d'autres livres avant. Il y avait « Je ne crie plus, je ne répète plus, je ne râle plus, je gère ». Exactement. Débranchez vos enfants si vous avez un truc. Sur les écrans. Ouais. Voilà. Alors oui, j'en ai un justement pour les parents qui travaillent. Ouais. Et moi, c'est ce que je leur conseille, c'est que certes, quand ils sont à la maison, souvent, ils sont eux-mêmes sur leurs écrans, les enfants aussi, il y a beaucoup de communication. Et donc l'idée, c'est de dire, on ne va pas tout arrêter, tout éteindre les écrans. Par contre, je conseille aux parents de prendre, par exemple, un quart d'heure, poser le téléphone, arrêter les sonneries et vraiment passer du temps avec chacun de leurs enfants. Time, le temps de et qualité. Ce qui est super, c'est que si un jour le téléphone sonne, et j'ai déjà eu l'anecdote, et que le parent dit « Ah ben non, maintenant je suis avec toi, je ne vais pas les répondre », alors que l'enfant, il s'attend à ce qu'on est complètement à l'accro de nos téléphones. Et quand on lui dit « Ben non, maintenant je suis avec toi, je ne vais pas y aller », ils sont hyper contents. Et je pense que c'est important, justement, ça participe aussi de l'attention à donner aux enfants. Et même si ce n'est pas toute la journée parce qu'on travaille, c'est au moins... On a quand même des exemples, ils nous regardent beaucoup. Voilà. Et le troisième, c'était « T'as fait tes devoirs, chérie », sur les devoirs à l'école. Et donc maintenant, le syndrome du Wonder Parent chez Payopsi. Anne Pémira, merci de nous avoir accompagnés dans cette quotidienne. Marie, merci aussi. Merci également à toute l'équipe au maquillage, Laure Audemont. Marine Plantec pour la préparation de l'émission qui en régie a été assistée aujourd'hui par Dylan Coller. Mathieu Sullivan pour le son, Ulysse Touré pour la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.